Misha n'a pas encore suffisamment gagné et économisé pour pouvoir se payer un appartement. Mais comme sa petite amie aime l'équitation, il lui a offert un cheval et ce n'est pas forcément un signe de richesse. Je suis loin d'être riche, je fais plutôt partie de la classe moyenne. J'ai de quoi me nourrir et il me reste un peu pour les loisirs. Mais il y a beaucoup de choses qui ne me sont pas accessibles avec mon salaire. Et pour la majorité des jeunes d'Academ Gorodox, c'est à peu près la même chose. Depuis les années 90, la situation économique s'est améliorée. Et aujourd'hui, ici, il y a un vrai besoin de spécialistes. Si je suis licencié, par exemple, parce que mon entreprise est en difficulté, ce n'est pas grave. Je me présente dans l'immeuble d'à côté, ou même dans le bureau d'à côté, et on m'embauchera avec plaisir, parfois même avec un meilleur salaire. Parce qu'il y a beaucoup de postes libres. Et maintenant, ici, on vit bien. Petit, Misha avait rêvé de devenir un mathématicien reconnu. Aujourd'hui, il aspire à être un programmeur compétent et utile. Mais surtout, il veut continuer à vivre confortablement à Academ Gorodok, la petite ville au milieu de la grande forêt de Sibérie, dont personne n'avait imaginé qu'elle saurait survivre à la disparition de l'Union soviétique en s'adaptant à l'économie de marché. À travers la Sibérie, Michel Strogoff, souvenez-vous, doit parcourir plus de 3000 km. Et dans quelles conditions ? Épuisé, souvent à pied, meurtri par les tortures morales et physiques, mais jamais terrassé par les événements qu'il affronte. Ni la peur, ni le froid ne viennent à bout de cette force de la nature qui franchit des marécages, des rivières, des montagnes, et puis le froid à l'approche du lac Baïkal, et puis personne pour lui venir en aide au milieu de ces contrées sauvages. Tout comme Michel Strogoff, à quelques jours près, on voit l'hiver arriver, les températures chuter. L'été nous a à peine quittés qu'ici, la neige pointe son nez. Jules Verne ne nous a pas menti. Des forêts à perte de vue, des paysages magnifiques, des richesses incalculables, mais aussi la neige, le froid, le gel, un hiver comme nul par ailleurs. La Sibérie, c'est l'isolement. La Sibérie, c'est 3/4 de la Russie et une vie à part. Moins de jeunes, des conditions difficiles, bref, le territoire le plus hostile de cet immense pays. Quand on évoque l'isolement au cœur de cette nature quasiment vierge et à perte de vue, il ne faut pas oublier que le tsar, à la fin du 19e siècle et bien après la sortie du livre de Jules Verne, lance le fabuleux projet d'un chemin de fer entre Moscou et Vladivostok, le fameux transsibérien dont le chantier est colossal et presque un peu fou pour l'époque, ira plus vite que prévu, même ici avec tous les obstacles que l'on imagine. Ce train, avec toutes ses ramifications, non seulement existe toujours, mais il est peut-être encore plus attendu ici qu'ailleurs. À l'aube, quelque part dans le sud de la Sibérie. Le train a quitté Novosibirsk hier en début de soirée. Il arrive dans moins d'une heure et Vladimir vient de convoquer tout son petit monde pour la réunion du matin. La mission va durer une semaine. Il y aura une quinzaine de stations à visiter. Premier arrêt, premier village. Pas de gare, juste un triage. Mais à côté des convois de charbon, le train hôpital se repère facilement. Et les premiers patients attendent déjà. On va ouvrir la consultation. Que chacun rejoigne son cabinet.
Au village, dans le dispensaire, ils m'ont dit qu'il fallait faire une radio en ville. Mais je ne peux pas y aller. Je suis dans un tel état, je marche avec une canne et j'ai la tête qui tourne. Et puis j'avais vraiment envie de voir ce train. Donc, vous avez besoin d'un diagnostic et de consulter un bon spécialiste. Le train hôpital existe depuis plusieurs années déjà, pour apporter un minimum de soins dans les zones les plus isolées de Sibérie. Tous les gens, ou presque, demandent en priorité à voir un cardiologue. À bord du train, c'est Natacha. J'aime beaucoup les gens âgés. J'aime parler avec eux, même si parfois il leur arrive d'être un peu agressifs. J'essaie de trouver le ton pour communiquer avec eux et je m'énerve jamais. Je comprends bien que leur vie a été difficile. Je sais qu'ils ont subi beaucoup de privations à cause de la guerre et des répressions. Qui est-ce que vous voulez voir? Je dois faire une échographie du foie et du cœur. Je n'ai pas besoin de voir l'ophtalmo. Pour moi, le plus important, c'est l'ORL, pour un appareil auditif. Et puis regardez aussi avec quoi je marche. On pourrait peut-être me donner une canne. Décrivez-moi ce que vous ressentez. Parfois, ça m'oppresse. Vous vous sentez oppressé au repos ou quand vous bougez? Je suis allé jusqu'à Berlin et j'y suis même resté pendant 4 ans après la guerre. Il n'y avait personne pour nous relever. J'avais 17 ans. Ils m'ont mobilisé en 42 et je ne suis rentré chez moi qu'en 49. Mais j'étais vivant. Ma femme est malade. Alors, j'ai décidé de faire des analyses moi aussi. Ah oui, comme votre femme est malade, vous faites des analyses. Je me suis dit, est-ce que je n'ai pas des caillots dans les reins? Vous avez un adénome de la prostate. Il faut que vous soyez suivi par un urologue. Ah, j'aurais jamais dû venir. J'étais sûr que vous me trouveriez quelque chose. Mais il fallait bien que je vous le dise. Vous m'entendez bien? Mal. Mais comment ça, mal? Vous me répondez? Je suis un peu tendu. C'est encore trop tôt, vous êtes jeune. Vous n'avez pas encore besoin d'un appareil auditif. Bon, et maintenant, vous m'entendez? Trop fort. Je vous l'ai dit, pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Mais donnez-le-moi. Je le porterai plus tard. Vous n'allez plus revenir. Vous ne reviendrez plus. Pourquoi vous soupirez? Les médecins sont plutôt jeunes et les patients plutôt âgés. Cela raconte la campagne russe qui se dépeuple lentement et aussi le niveau de vie des retraités. Car dans le train, tout est gratuit. Dans le train, on voit un patient, puis on s'en va ailleurs, dans un autre endroit. Mais le patient, lui, que va-t-il faire avec notre diagnostic? Est-ce qu'il va faire quelque chose? À l'hôpital, on pourrait le surveiller, le reconvoquer, lui prescrire d'autres analyses. Travailler ici, c'est une grande responsabilité. On est très reconnaissant que le train soit venu jusque chez nous. Nos babouchkas ont besoin d'un peu d'attention et de considération. Ici, les médecins vous parlent bien et on se sent déjà mieux. Parce que d'habitude, on nous dit plutôt « Vous êtes vieux, de quoi vous vous plaignez? Vous avez déjà vécu suffisamment. » C'est comme ça que les autres nous parlent. Mais nous, on veut bien vivre encore un peu. Je n'ai pas dormi de la nuit.
J'avais peur de manquer le train. Je n'ai pas dormi, mais je suis passée la première.